Docteur Michel Mouvoudi, médecin, spécialiste en santé publique, incubateur, encadreur de jeunes, entrepreneur, peintre. Il fait même du théâtre. Aujourd'hui, il écrit. Ces bel ouvrage entre mes mains, les lettres d'état réussite. J'espère que vous allez voir. Un ouvrage publié il y a juste moins d'une semaine. En tout cas, je n'ai pas hésité à me procurer cet ouvrage, les lettres d'état réussite. D'abord, la première question, les gens se posent, me demandent souvent, on vous croise souvent avec le docteur Michel Mouvoudi, le temps est une denrée rare aujourd'hui. Où est-ce qu'il va puiser le temps pour faire tout ça? Il encadre les finalistes, il est à la Banque mondiale, il est promoteur des groupes CID Solidarité, il est incubateur des jeunes, il est ceci, il est cela. Mais où est-ce que vous allez puiser le temps supplémentaire pour écrire? En fait, nous avons tous le même temps. Hein. Nous avons tous une semaine qui a 7 jours. Nous avons tous une journée qui a 24 heures. C'est juste une question de discipline et de savoir ce qu'on veut faire. C'est tout. Évidemment, comme vous l'avez mentionné, je l'ai dit souvent et je l'ai même mentionné dans mon livre, hein, étant donné qu'on ne peut pas se réincarner, étant donné qu'on ne peut pas vivre plusieurs fois, ce que moi j'ai décidé de faire, c'est avoir plusieurs vies. Une vie de médecin, une vie d'expert à la Banque mondiale. Est-ce que vous soignez encore? Une vie de peintre. Oui, je soigne. Vous savez, durant la Covid, je ne faisais que des prescriptions. J'ai été appelé dans des hôpitaux pour assister les malades en coma, ainsi de suite. Donc, j'ai tout ce temps-là. Je fais de l'agriculture, je fais de la peinture, j'écris des livres. Donc, comme vous le savez, ça, c'est le 3e livre sur une série de 8, une première série de 8. Après, il y aura encore une autre série. En fait, j'ai compris tout simplement que quand on est discipliné, quand on s'organise, quand on planifie chaque minute de sa vie, on peut arriver justement à faire plusieurs choses. Et c'est ce qui m'arrive. Et c'est comme ça que, sous ce ton de la rigueur, je travaille en ce sens. Voilà. Déjà multi-occupé, multi-pris, je ne sais pas si c'est vrai, ça dit comme ça, mais comment cette passion d'écrire, est-ce qu'il y a un déclic? Dit maintenant je peux écrire. Vous savez, écrire, c'est pour moi une des façons de donner de la longévité à la connaissance. Si aujourd'hui nous avons appris l'histoire de l'avion, nous avons appris l'histoire de l'ampoule, nous avons appris l'histoire de la télévision, c'est parce qu'il y a des gens qui ont laissé des écrits. Si nous avons appris l'histoire de Jésus-Christ, c'est parce qu'on a une Bible, l'histoire de Mahomet, parce qu'on a un Coran. Je pense que c'est très important que les gens comprennent que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et donc moi, avec tout ce que j'ai eu comme expérience, ça fait quand même 21 ans que je suis médecin, 21 ans que je travaille dans plusieurs facettes, je me suis dit, mais finalement, comment j'assure aussi ce que je suis en train de faire aux générations futures? Les gens qui viennent après nous, comment peuvent-ils aussi s'approprier ce que nous avons laissé? Une expérience en journalisme comme tu l'as, hein, Crispin, comment tu assures qu'après toi, il y a des gens qui peuvent emboîter tes pas? Et donc, je me suis mis à écrire, à partager ma connaissance. L'alphabet a 26 lettres. Vous avez 30 lettres. 30 lettres. C'est pas trop demandé aux gens. Non, en fait, c'est vrai que quand j'étais en train d'écrire, je devrais avoir un chiffre. Alors, pour la petite histoire, ceux qui sont abonnés à mes pages, j'avais l'habitude chaque matin de publier 3 notes du jour. C'était un peu des pensées du jour. À un moment donné, en publiant les 3 notes du jour, j'ai vu que les gens étaient très intéressés. J'ai parlé du temps, du calendrier, de la rigueur, de la solidarité. Je parlais de l'apprentissage. Au bout d'un temps, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait 30 notes. Et je me suis dit, parce que le mois a 30 jours en moyenne, il y a des mois de 31, il y a des mois de 28, 29, et donc je vais mettre 30 lettres, comme ça, chaque jour, la personne qui lira mon livre aura une lettre à méditer. Et vous allez voir, ce sont les lettres de ta réussite. Ça veut dire je m'adresse à quelqu'un, un peu comme les épîtres de Paul à Timothée, les épîtres de Paul à Tite ou à Philémon. Et donc pour moi, si chacun peut lire chaque jour une lettre, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire s'inspirer de l'idée du jour, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, comment je peux reprogrammer mon temps, comment je peux mieux gérer ma société, comme vous l'avez vu. Donc, votre vie, c'est une société, je l'ai mentionné. C'est ça votre première entreprise. Avant de chercher une deuxième, commencez déjà par bien gérer votre vie. Les gens qui ont géré correctement les sociétés ailleurs ont commencé par bien gérer leur propre vie. Alors, avant de parler de cet ouvrage d'une importance capitale, docteur Michel Mouvoudi, un grand de ce monde a dit que
les endroits les plus chers de la Terre sont des cimetières, parce que là, il y a des talents qui sont partis. Les talents qui n'ont jamais été découverts. Qu'est-ce qui empêche un homme né qui vient avec toutes ses facultés en place, qu'est-ce qui peut empêcher un individu de se découvrir, d'exploiter son talent, de l'améliorer et de mettre celui-ci au service des autres? Alors, je pense qu'il y a 4 facteurs, et d'ailleurs j'en parle dans le livre. Le premier facteur, primo, c'est que c'est déjà qu'il y a des personnes qui sont égoïstes. Et l'égoïsme a tellement pris de la puissance dans l'humain que quand on arrive, on se dit qu'on a tout, on se dit qu'on est seul à tout faire et on évite de s'ouvrir aux autres. Ça, c'est un élément important. Vous allez voir que les personnes qui ont réussi, si vous regardez les grands noms de ce monde, de cette planète, c'est des gens qui ont beaucoup donné. L'histoire de Mandela, l'histoire de Gandhi, n'est-ce pas? L'histoire de Mère Teresa. C'est des personnes qui se sont vraiment données aux autres. Et donc, pour moi, ça, c'est le premier élément, l'égoïsme. Donc, être un don pour les autres. Voilà. Donc, on se renferme sur soi. On pense qu'on va réussir seul. On pense qu'on fera tout seul tout. Et ça, c'est un problème. Et vous en voyez beaucoup, hein, pas seulement en termes de connaissances, même aussi en termes de moyens. Il y a des gens qui meurent, mais qui laissent tout. Et autour de cette personne, il n'y a que misère. C'est des misères. Okay? C'est des personnes qui n'ont même pas le 1 millionième chose que lui, il avait. Et ça, c'est important. Deuxièmement, et secondo, c'est qu'en fait, le souci des générations futures, vous n'avez pas ce souci-là. Vous vous dites, après moi, c'est le déluge. Après moi, ce pays doit s'arrêter. Sans moi, il n'y aura rien. Dans mon livre, j'insiste beaucoup sur les générations futures, en se disant, on commence à devenir utile lorsqu'on commence à préparer après soi-même. Et après soi-même se prépare maintenant. Ça veut dire, après moi, il y a des gens qui doivent continuer. Rappelez-vous toujours cet adage, d'un succès sans successeur est un échec. Et donc, en se mettant ça en tête, on commence à préparer les générations futures. Et ça, c'est très important. Et la plupart des gens que vous voyez, M. Crispin, en tout cas, ils vous vivent comme si après eux, c'est rien. Ça, c'est important. Et il faut commencer à attaquer cette faiblesse. Tertio, c'est se mettre en tête qu'on est dans un monde qui s'ouvre. On est dans un monde globalisant. Autant on donne, autant on reçoit. Je vous ai donné des exemples lors du vernissage du livre. Aujourd'hui, tout s'ouvre. Il n'y a aucun problème qui vous touche, vous, qui ne me touche pas. Et ce que je fais pour l'autre, je le fais pour moi-même. Si vous êtes malade, aujourd'hui, je ne serai pas sur ce plateau parce que personne n'allait m'inviter. Vous comprenez? Y compris même pour les nations. La Covid-19, qui était un problème purement chinois, est devenu un problème mondial. La guerre à l'Est touche d'autres provinces. La guerre en Ukraine, aujourd'hui, l'Afrique commence à compter 23 millions d'Africains menacés par la famine à cause justement du frein à l'exportation des engrais et des céréales. Vous comprenez? Donc en fait, aujourd'hui, on est dans un monde globalisant. On est dans un monde qui s'ouvre. À ce titre-là, tout ce qui vous touche me touche, tout ce qui touche le voisin vous touche. Et donc, n'oublions pas ça. Et quand vous voyez des gens justement aller à terme et ne rien laisser, c'est parce que, encore une fois, je reviens sur le premier principe, c'est de vivre seul, vivre en silo. Et croire que, voilà, on est dans un monde fermé. Non, le monde s'ouvre de plus en plus. Les gens se déplacent du nord vers le sud, du sud vers le nord. En fait, on devient une planète, comme j'aime bien le dire, qui se globalise. Et le quatrième élément qui explique ce genre d'aspect, c'est, en fait, oubliez toujours que la solidarité, c'est une puissance. Quand on partage, on multiplie. Je vous ai donné un exemple. Si je vous donne un stylo que j'ai, je ne l'ai plus. Mais si je vous apprends comment avoir un stylo, vous avez un stylo, j'ai un stylo. Comprenez? Donc, en partageant, on multiplie. Et c'est comme ça que vous avez vu qu'aujourd'hui, des siècles après, nous connaissons Socrate, nous connaissons Albert Einstein, nous connaissons Pythagore. Pourquoi? Parce que ces gens ont multiplié leurs connaissances et sont devenus pérennes. Aujourd'hui, ces gens, vous les voyez partout, même si ils sont partis, mais on vous parle encore de la loi de Descartes, on vous parle encore de Pythagore. Et donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous me posez cette question, ce sont ces 4 dimensions qu'il faut regarder. Errer tout seul peut être un frein au développement personnel. Ah, bien sûr, bien sûr. Vous savez, le développement personnel, c'est comme je l'ai mentionné, 2 niveaux. D'abord, vous prenez conscience de vous-même. Okay? Vous vous prenez au sérieux. Tout ce que vous faites un effort pour bien le faire. On vous demande de présenter une émission, vous prenez le temps de la préparer. On vous demande de faire un rapport, vous prenez le temps de faire un rapport correctement. Tout ce qu'on vous demande, faites-le bien. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans une des lettres, votre vie doit être comme un tableau de peinture.
quand un artiste, un peintre se met dans son atelier, il voudrait que quand il sorte son tableau, que les gens disent « Waouh, mais quelle œuvre !» Vous comprenez? C'est de la même manière que vous traitez votre vie. Mais deuxièmement, c'est toujours se dire que quand je suis en train de vivre, je vis non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Parce que j'apprendrai des autres, je donnerai aux autres et je vais recevoir aussi des autres. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il n'y a pas d'enseignant sans élève? Comprenez? Il n'y a pas un artiste qui fait un tableau de peinture pour lui-même. Il voudrait qu'il y ait quelqu'un qui apprécie. Et donc, à ce titre-là, s'ouvrir est une richesse. Et s'ouvrir, c'est un élément important de la réussite. Alors, il y a 30 lettres. En tout cas, c'est plus que l'alphabet, je l'ai dit tout à l'heure. Vous qui avez pris tout votre temps, parce qu'on sent que l'auteur lui-même était dedans. J'ai parcouru l'ouvrage plusieurs fois. Vous revenez sur votre propre parcours. Exactement. Comme exemple pour la jeune génération, ou même pour ceux qui sont peut-être partis, mais qui ne savent pas qu'il faut tirer les autres qui sont en arrière. Quelle est, selon vous, la lettre clé? Il y en a 30 dans cet ouvrage. C'est quoi la lettre clé? Alors, pour moi, la lettre clé, c'est le temps et l'apprentissage. La première lettre? La toute première. En tout cas, la toute première. C'est vrai, il y en a beaucoup et les lettres se recoupent, hein, parce qu'il n'y a pas de cloison. Pourquoi elle est importante? Parce que je suis en train de montrer que le temps passe. Le temps est bref et nous appartient. Il passe vite, hein? Très vite. Pas seulement qu'il passe, mais vous ne savez pas quand est-ce que votre temps s'arrête. C'est ça déjà qui est un problème. Et la vie n'est pas bouillon ici. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, on nous a annoncé qu'un éminent premier ministre, ancien premier ministre japonais a été assassiné. Son temps s'est arrêté là. En pleine campagne, c'est fini. Meeting, il est parti. Okay? La Covid-19 a emporté des personnalités dans ce pays, dans ce monde. Comprenez? Ça veut dire que non seulement que le temps passe vite, mais vous ne savez pas quand est-ce que votre temps s'arrête. Et donc, pour moi, c'est important que chacun de nous gère correctement son temps. Dans cette lettre, j'insiste sur la planification. Planifiez ce que vous devez faire, planifiez ce que vous devez mener et ne perdez pas le temps dans l'inutile. Ça, c'est pour moi important. Deuxièmement, dans cette lettre, je montre que le temps évolue. Nous sommes obligés de subir l'usure du temps. Vous avez des cheveux noirs, M. Crispin. À un moment donné, vous allez avoir des cheveux blancs. J'ai maintenant des blancs, d'ailleurs, il y a beaucoup de blancs. Vous allez mettre peut-être des colorants. Non, je laisse comme ça. Vous allez mettre peut-être des colorants. Mais le temps va vous imposer une usure. Tout à fait. Vous êtes femme, vous allez avoir des rides. Vous allez mettre des, comment on appelle ça, des fonds de teint. Ceux qui étaient trop belles commencent à faner. Et vous allez essayer de maquiller, mais le temps va vous imposer l'usure. Donc, en fait, on n'a pas de choix. Et à ce titre-là, il faut commencer à bien le gérer. Le temps que vous perdez dans la rue, le temps que vous perdez à crier dans les rues, c'est de l'argent. C'est comme ça que les Anglais vous disent « time is money ». Mais au-delà de ça, il faut s'adapter. Comme je l'ai mentionné, il y a une évolution fulminante de la démographie. Cette planète, c'est bientôt 8 milliards de personnes. Et on sait que l'Afrique va compter 2 milliards de personnes. 1 milliard de jeunes. En RDC, nous sommes déjà en train de dépasser les 100 millions. Bientôt, on est 120 millions. Sur les 120 millions, la moitié sont des jeunes. On sait que l'Inde va devenir le pays le plus important. Les gens se déplacent. Aujourd'hui, M. Crispin, toutes les études convergent et montrent que plus de 200 millions de personnes ne vivent pas là où elles devraient être. Vous comprenez? Et ce chiffre, en 2030, va aller à 1,6 milliard. Parce que les gens doivent se déplacer pour chercher de l'eau, la paix, la nourriture. Et donc, le monde devient un monde compétitif. Donc, si vous n'investissez pas dans l'apprentissage, ce que j'ai dans la lettre, si vous n'apprenez pas de nouvelles technologies, les nouvelles connaissances, vous ne mettez pas à jour. Eh bien, vous dévaluez. Mais quand vous allez dans nos écoles, l'enseignant a tout son ouvrage des 80 voilà, 70, avec parfois les articles ne sont plus visibles. Exactement. On ne se met pas à jour. Voilà. Et donc, on ne perd pas du temps à enseigner aux enfants des choses qui ne... mais c'est tout ça que j'adresse dans mon livre. Se mettre à jour, apprendre les nouvelles technologies, n'est-ce pas? Être au courant de ce qui se passe, okay? Découvrir d'autres métiers. Pas dire non, je suis médecin. Non, je reste dans ma cage, je suis économiste, j'ai dans ma cage, moi je suis journaliste, j'ai dans ma cage. Non, on peut être plusieurs choses à la fois. Et donc, c'est comme ça que j'ai insisté sur l'apprentissage. Gérez votre temps, mais apprenez. La compétition devient rude aujourd'hui, Crispin. Je vois des jeunes gens qui finissent, mais quand ils viennent pour se faire embaucher, on lui demande s'ils maîtrisent l'informatique. Il dit, mais nous, à l'université, on n'a pas appris l'informatique, mais il faut l'apprendre. On vient, on vous dit, mais est-ce que vous connaissez un peu d'anglais? Non, nous, on n'a pas appris l'anglais, mais il faut apprendre l'anglais. Donc, chaque année qui passe, chaque décennie qui passe,
il y a des éléments qu'il faut avoir pour être compétitif. N'est-ce pas? Et ça, c'est très important pour devenir rentable au développement. Et donc, nous devons investir dans notre propre connaissance. Et comme je l'ai fait remarquer, M. Crispin, quand on parle de l'apprentissage, ce n'est pas une responsabilité exogène, c'est votre responsabilité. J'ai donné des exemples, des amis qui ont vendu au marché pour étudier. J'ai donné des exemples d'un ami qui a été sentinelle la nuit, mais il étudiait le matin aujourd'hui, qui est licencié en droit. J'ai donné des exemples, des femmes que j'ai connues qui ont tressé le week-end pour payer les études le lundi, ainsi de suite. Donc, alors, encore une fois de plus, l'apprentissage n'est pas facile. Par rapport à cette lettre, je reviens sur votre parcours, parce que moi j'ai déjà fêté cet ouvrage, d'ailleurs que je recommande vivement à tous ceux qui veulent atteindre les sommets. Il faut vous en procurer. Vous étiez étudiant à Lubumbashi. Les parents, pas assez de moyens, parfois vous parcourez des distances à pied, parfois affamés. Qui vous a conseillé de poursuivre plusieurs livres à la fois, ou même de vous mettre à jour, ou d'apprendre plus et d'aujourd'hui devenir quelqu'un multi-casquette? Moi-même, ma propre vie... C'est une inspiration Non, vous savez, je l'ai dit, hein, vous savez, votre propre vie, Crispin, c'est votre expérience. C'est vous-même qui allez dire un jour, vous savez, je ne me promène plus avec cet ami. Ce que j'ai vu avec lui, ça ne m'avance pas. Je me sépare de l'alcool. Ce que l'alcool a entraîné dans ma vie, je ne peux plus revenir là-dessus. Premièrement, votre propre vie est votre école. Et moi, ma propre vie est mon école. Lorsque j'ai grandissé, j'avais une seule aspiration, devenir grand. Quand je voyais des grands médecins, peu importe les domaines, qui venaient nous donner cours, je me disais, un jour, je dois devenir un grand médecin. Et donc, je dois étudier pour y arriver. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai commencé à découvrir et à être un système apprenant. Il faut apprendre de vous-même. Lorsque vous êtes à la Télé 50, vous recevez des personnes qui passent par ici. Quand vous recevez ces visiteurs, vous apprenez aussi d'eux. Pas seulement en tant que journaliste, mais vous vous dites, mais cette personne, ce qu'elle vient de dire, ça pourrait être un substrat pour pouvoir corriger un paradigme dans ma vie. C'est comme ça que j'ai cheminé aussi. Par des difficultés, je me suis efforcé à pouvoir aller jusqu'au bout de mes études. Quand j'ai terminé, je ne me suis pas arrêté à dire j'attends commencer avec un travail de $1000. J'ai commencé commencer à dire tel gouvernement doit tomber. Et il faut attendre. Ceux qui sont là ne nous aiment pas. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas de notre tribu. Il faut oublier ce genre de choses. Est-ce que les partis politiques ne distraient pas les jeunes? Mais non, évidemment. Avec des meetings, des manifestations. Aujourd'hui, le profil, pour terminer un peu la première manche, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on a avancé, j'ai commencé, moi, à travailler gratuitement. Mes premières prestations, c'était dans un hôpital militaire, à Lubumbashi, Kamvangu. Mais après, il faut voir comment j'ai cheminé. Je ne suis pas là pour parler de ma biographie. Mais, encore une fois de plus, le message qu'il faut changer dans ce que nous avons comme parti politique, c'est commencer déjà à éviter de faire des promesses de développement aux gens. Moi, j'ai toujours dit, vous ne pouvez pas promettre à quelqu'un de le développer. Il faut que les gens comprennent qu'ils sont partie prenante de leur propre développement. Il faut que les gens s'approprient le développement. Aujourd'hui, quand vous croisez les gens, ils vous disent « nous attendons ». Vous attendez quoi? Lisez l'histoire des pays émergents, vous allez vous rendre compte en fait que, et comme je l'ai dit, d'abord la population, c'est la première richesse d'un pays. Pour moi, oubliez que la richesse d'un pays, c'est le coltan, c'est l'or, c'est le pétrole, c'est le cobalt. La première richesse d'un pays, c'est sa population. Les pays qui ont investi dans la population, aujourd'hui comme la Chine, l'Inde, on a des résultats. Comme ça, je parle beaucoup du capital humain. D'accord? Et il faut que le message change. Il faudra dire aux gens, nous n'allons pas nous développer si vous n'apportez pas votre part. Rappelez-vous, quand je venais ici pour la Covid-19, tout le monde disait, ah oui, on ne voit pas ça, on ne voit pas. Je disais, mais attention, quand on est dans une telle situation, il faut définir ce qu'on fait, ce que toi tu apportes comme contribution, et non pas ce que les autres vont faire. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, dans le message que véhiculent les partis, sont les valeurs. Vous pouvez être riche, M. Crispin, mais si vous n'avez pas des valeurs comme la solidarité, l'altruisme, votre richesse va servir à détruire. J'ai toujours donné cet exemple. Ceux qui ont détruit ces pays ce ne sont pas des pauvres. Ils avaient des moyens. Qui avaient des moyens, mais qui ont utilisé justement leur pouvoir, leurs moyens pour tout détruire. Et là, je reviens à... Il n'y a pas de valeur. Je reviens à une lettre, je ne sais pas où est-ce que c'est la 40e, vous dites, il faut bien faire son travail. Hein, bien faire le travail n'est pas forcément lié au salaire. Hein, pas du tout. Parce qu'il y en a qui touchent des millions, mais qui travaillent très mal. Pas du tout. Et l'inverse.
Moi, je connais un laveur de véhicules ici en ville. Mais quand tu lui donnes ton véhicule pour laver, à peine on lui donne 5-10 $, mais il faut voir la manière dont le monsieur lave le véhicule. Crispin. Il faut le regarder. Mais alors, il les poussiette tout. Il est sérieux dans les détails. Quand il vous dit, j'ai fini, tu prends la voiture, tu as du mal à ne pas lui ajouter l'argent. Mais il ne fait que laver la voiture. C'est 10 $. Vous comprenez? Ça veut dire aimer ce qu'on fait, c'est très important. Et vous dites qu'en travaillant bien, vous défendez votre propre identité. Exactement, parce que quand vous lavez correctement un véhicule, quand vous faites correctement une émission, vous faites correctement vos images, mais vous vous faites respecter. Les gens disent, mais ce monsieur, quand il fait un travail, vraiment vous sentez que c'est un travail de qualité. Et ce monsieur qui lave la voiture, qui prépare au restaurant, les gens mangent et disent, c'est très bon, c'est une façon de faire respecter son identité. Et ce n'est pas question d'argent. Aujourd'hui, quand vous regardez, je ne suis pas contre les gens qui manifestent pour la hausse des salaires. Mais le problème, c'est que, est-ce que, en haussant les salaires, en haussant les primes, de facto, on a une qualité des services? Pas du tout. Vous allez avoir des gens, quand vous avez haussé, ok, vous haussez, mais vous vous rendez compte que les gens n'aiment pas leur travail. Il faut commencer par là. Aimer le travail, le faire correctement. Et d'ailleurs, on vous le dira, M. Crispin, les gens qui ont réussi vous diront qu'ils ont commencé par bien faire le petit travail qu'ils avaient. On a apprécié, on lui a donné le deuxième, le troisième, jusqu'à ce qu'il arrive au sommet. Mais malheureusement, nous sommes aussi dans un système où il y a beaucoup de parvenus, des gens qui viennent du néant et qui se retrouvent au sommet, qui viennent du néant et qui se retrouvent directeurs, qui se retrouvent coordonnateurs. Et la conséquence, c'est que vous voyez, dès qu'il arrive, il n'a même pas l'amour du travail pour lequel il a été mis là-bas. Deuxièmement, il ne se prend pas au sérieux, il ne se respecte pas, donc il peut ne pas envoyer son rapport, il peut ne pas faire sa planification, ainsi de suite. Et donc je crois que ça, ce sont des déterminants importants d'une réussite. Parce que si chacun de nous prend conscience de cela, vous commencez d'abord par réussir vous-même dans votre société qui est votre propre vie, et de manière collective. Et puis vous impactez votre environnement. Ouais. Je prends la lettre 28, parce que nous allons chuter. Il y a beaucoup de lettres. Cet ouvrage va beaucoup aider ceux qui nous suivent. Vous dites, la solidarité, c'est une vraie source de paix. Est-ce que cela justifie un peu ce qui se passe aujourd'hui au pays? Un pays où il y a tout, il y a tout au pays. Vous dites que c'est le capital humain, mais ceux qui viennent d'abord, pas pour voler notre population, mais pour voler nos minéraux dans les sous-sols. Est-ce que cette richesse aujourd'hui appelle à la solidarité pour imposer la paix? Alors, commençons de manière graduelle. Je comprends la question. J'aimerais bien, oui. Commençons par la famille, Crispin, et puis après on part au pays. Dans une famille, vous êtes 5, 6. Vous êtes le seul à tout avoir et les autres n'ont rien. Je ne vois pas une paix dans cette famille. Et d'ailleurs, vous verrez, les problèmes, les tribulations dans les familles, c'est je suis parti chez mon grand frère, il ne m'a pas donné. J'ai demandé à ma petite sœur. M'a servi je suis arrivé, un petit morceau de viande. Au lieu que je mange à midi, on m'a demandé de revenir demain. Ça commence par là. On perturbe déjà la quiétude, la paix dans la famille, par le simple fait que, dans une famille, quand il y a des gens qui ont tout et d'autres n'en ont pas, c'est un problème. Et c'est comme ça que d'ailleurs dans la lettre, j'ai insisté pour que, si vous avez une famille, battez-vous pour que chacun ait le minimum. J'ai étudié comment mes frères et sœurs étudient aussi. Si cet esprit entre dans chaque famille, déjà dans la famille, voilà la question de paix, ne le voyez pas au niveau macro. Commencez par la famille. Quand les communautés commencent par cohabiter, vivre ensemble, on commence à résoudre un certain nombre de problèmes. D'accord? Et plus loin, ne parlez même pas des minéraux. Regardez déjà les tribus. Regardez les provinces. Combien de scissions ce pays a connu en termes de tribus qui ne s'entendent pas, en termes de provinces qui ne s'entendent pas. Mais c'est quoi la raison? On pense qu'il y a d'autres qui en ont, parce que d'autres n'en ont pas. Il y a d'autres qui viennent prendre ce que nous avons. Et donc, du coup, quand vous manquez de plateforme de solidarité, quand vous manquez à dire aux gens qu'attention, ce que vous allez faire pour votre voisin, ça vous profite parce que si vous devriez dépenser de l'argent pour votre voisin, le jour où il peut se suffire, en fait, vous épargnez l'argent que vous dépensiez. Si ces genres de messages commencent à aller plus loin, même au niveau des pays, ça va créer une intégration et une vie paisible des citoyens. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui des communautés. Vous savez la motivation de créer la CEAC, la SADC. Comment est-ce qu'aujourd'hui on a l'OTAN, on a l'Union européenne? Pourquoi? Parce que tout le monde est conscient qu'on ne peut rien faire seul. Il faut être ensemble, avoir un partage. Tu es attaqué, comment nous venons à ton secours? Tu n'as pas à manger, comment nous te donnons de la nourriture? Tu es dans une situation d'épidémie, comment nous venons en aide? Ce principe
qui s'applique autant dans une cellule qui est la famille peut s'appliquer aussi au niveau global, au niveau mondial. Ça, c'est très bien dit. Alors, comment vous vous définissez aujourd'hui? Ça, c'est avant de passer votre message, parce que nous apprenons que vous allez commencer à donner des conférences gratuites sur le développement personnel. Des formations. Détailler des formations, détailler cet ouvrage. Comment Michel Mouvoudi s'est défini aujourd'hui, après tous ces parcours? Non, mais je me définis comme un apprenant. Parce que, encore une fois de plus, je l'ai dit, la vie, c'est de l'apprentissage jusqu'à la tombe. Donc, je continue à apprendre. Et j'apprends beaucoup de toi, des autres. Vous êtes fier de vous aujourd'hui? Oui, je suis fier de moi. Je pense que j'ai encore du chemin à parcourir. Parce que quand je vois la prolifération d'idées, de connaissances, je rencontre parfois des personnes 10 fois plus que moi, je me dis, non, j'ai encore du chemin. Ça, pour moi, c'est clair. Je reste un apprenant jusqu'à maintenant. Deuxièmement, je suis très curieux de la réussite des autres. Je suis quelqu'un, quand je vois une personne réussir sur un domaine, d'abord, je reconnais cette réussite, mais je fais tout pour comprendre comment elle a réussi. Je suis très humble à apprendre. Et troisièmement, parce que j'ai quelque chose, je dois aussi partager. Vous le savez d'ailleurs, je passe tout mon temps à former les jeunes, je passe tout mon temps à donner, je passe tout mon temps à faire en sorte que ceux qui peuvent commencer une carrière la commencent. Je crois que c'est de cette façon qu'on va lutter contre la pauvreté. Et donc je pense que ça, c'est pour moi une identité. Et je me suis dit, je ne peux pas être grand si je ne partage pas. Pour moi, l'altruisme et la solidarité sont des valeurs de grandeur. Alors, ces conférences ou cette formation gratuite, ça va se passer comment? En ligne? Oui, alors comme tu le sais, Crispin, ça c'est le 3e livre d'une série de 8. Il y en a d'autres qui arrivent. À côté de ce livre, il y a le livre sur le leadership et la performance organisationnelle. Mais je n'écris pas des livres pour écrire, hein, pour juste qu'on dise « Ah, il a écrit, ah, comment il écrit, ah, il écrit bien ». Bon, on ne peut pas être un homme qui ne fait que parler. Il faut un leader, c'est quelqu'un qui change une situation réelle. C'est comme ça qu'à côté de l'écriture, j'initie des formations gratuites, j'ai dit bien gratuites, sur justement le développement personnel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté avant, mais qui avaient des idées, mais qui ne savaient pas comment les agencer dans un contexte délétère et voir comment aussi trouver un chemin pour leur réussite. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas justement ouvrir des barzas, des cafés-rencontres, les week-ends, je vais commencer à former des jeunes sur ça, parcourir les 30 lettres, là, vous savez qu'il y en a 30, et essayer de croiser chaque lettre avec la vie de chacun. Chacun de nous a sa vie, son entreprise, comme je l'ai appelé dans le livre. Donc si tu lis la première lettre, potentiellement que toi tu auras un angle différent de Patrick qui va lire aussi la première lettre. Il dit non, moi par contre, l'apprentissage, ça j'avance, mais c'est le temps, je n'arrive pas à le gérer. Moi j'ai vu des gens me dire, docteur, j'ai besoin que vous puissiez me dire comment je gère le temps. C'est important. J'ai des gens qui me voient et me disent, docteur, j'ai juste besoin que vous puissiez me dire comment je peux correctement gérer les ressources que j'ai pour aussi investir dans la formation. D'accord? Et donc ces formations vont avoir lieu d'abord à Kinshasa en présentiel. En tout cas, des maquettes vont circuler, vous allez m'aider à les partager. Et après, on fera en ligne pour nos collègues qui sont à l'intérieur du pays. Comme vous le savez, la RDC, ce n'est pas Kinshasa seulement, c'est 26 provinces. Très important, docteur Michel Mouvoudi, l'homme a plusieurs casquettes. Il faut apprendre au lieu de passer du temps seulement sur les réseaux sociaux à partager de tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ces plateaux. L'ouvrage est là, les lettres de ta réussite. C'est un auteur désormais prolifique parce qu'il y a d'autres ouvrages en gestation. En tout cas, merci beaucoup. Moi qui vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Christ. Merci à vous. En tout cas, moi je vous dis déjà au revoir. Je laisse la place à la Minute Info en langue nationale. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même plateau, même plaisir. Au revoir.